par vous le supplice d'arriver de Tassendius. Vous êtes chargé de cours en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Et vous êtes un de ces profs qui a dû dépoussiérer ses connaissances de l'anarchisme rapidement pour donner le cours aux 90 étudiants qui s'étaient bousculés au portillon. Qu'est-ce que vous avez redécouvert, redécouvert de l'anarchisme en le réétudiant? Il vous semble important. Ben, d'abord que c'est une pensée d'une richesse inouïe, que, comme vous le disiez, elle est pratiquement méconnue, qu'il n'y a presque pas de travaux sérieux académiques qui ont été faits sur cette pensée, et que donc essayer de donner un cours sur un tel sujet, c'est tout un défi, mais aussi quelque chose d'absolument extraordinaire, parce qu'on plonge dans quelque chose d'essentiel dans la pensée contemporaine qui a été quand même escamotée. Et donc, revenir là-dessus, essayer de ressaisir la problématique est très important. Qui a été escamoté, mais qui reste, pour vous, actuel. Absolument. Rebecca Pates, vous êtes étudiante au doctorat en philosophie à l'Université McGill, militante, entre autres, dans la Croix-Noire anarchiste, qui est un mouvement international d'aide aux prisonniers politiques. Et vous avez reparti, pour ainsi dire, la section montréalaise qui était tombée un peu en déliquescence après quelques temps. Est-ce que vous êtes venu à l'anarchisme par vos études ou vous étiez anarchiste avant et les études en témoignent? J'étais anarchiste depuis l'école secondaire. J'étais, comme beaucoup d'autres, intéressée au marxisme-léninisme. Mais quand je me suis impliquée un peu plus dans le mouvement, j'ai trouvé que le mouvement était quand même très autoritaire, et qu'il ne s'intéressait pas du tout sur des questions qui m'intéressaient un peu plus, les intérêts questions de racisme, questions de sexisme, questions de vraiment différence de pouvoir entre les gens. C'est pour ça que j'ai commencé déjà à l'âge de 14 ans à peu près de lire Bakounine et les grandes problématiques du marxisme. Mathieu Hull-Courcelle, vous êtes étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal en sociologie, donc vous connaissez bien. Vous êtes impliqué dans plusieurs projets d'écriture, vous collaborez à des journaux, à des collectifs de résistance. Qu'est-ce qui vous paraît le plus actuel dans l'anarchisme d'aujourd'hui? Une sacrée question. Hein? Ben, d'abord, son pouvoir d'attraction dans une société où on nous a dit que les rapports de domination étaient pratiquement disparus, qu'on a cité une démocratisation du politique. On se rend compte qu'il y a de nouvelles formes de domination et d'anciennes formes de domination qui demeurent et qui non seulement demeurent, mais persistent, comment je dirais, s'incrustent, pour ainsi dire, et deviennent de plus en plus difficiles à discerner. Il y a devenu une banalisation, finalement, de certains aspects les plus dégueulasses de l'humanité, sont devenus des choses tout à fait banales. Alors qu'une pensée, qu'une façon de penser, puis aussi une pratique, remettent en question ces éléments-là dans le quotidien, puis dans nos sociétés, en Occident en particulier, ben, c'est quelque chose de formidable. Je crois qu'on voit, bon, en tout cas pour moi, en tout cas, là réside un peu la force de la pensée anarchiste aujourd'hui. D'accord. On va en reparler à la fois dans les fondements historiques, mais théoriques aussi. Jacques Guissing, vous êtes écrivain, journaliste indépendant, beaucoup pour des magazines alternatifs, militants donc. Est-ce qu'on peut être réaliste et anarchiste? Bien sûr. Mon philosophie personnelle, quand j'organise, c'est on peut être militant, radical et en même temps efficace et créatif. Et on voit ça, je pense, autour des mouvements anti-mondialisation, qui est très efficace, mais en même temps, il y a des courants, surtout les courants anti-autoritaires, qui sont radicaux. On a créé un mouvement. J'ai commencé de lutter à 95 et c'était une lutte, militantisme en isolation. Mais récemment, on voit un vrai mouvement, un mouvement qui est plus large que les individus. Et voilà, ça c'est efficace, c'est assez réaliste. Oui, pour vous, là, dans le fond, c'est que la preuve que c'est réaliste, c'est que ça marche. Parce que vous êtes un peu... Oui, mais il y a toujours des rêves, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est réaliste. C'est pas... il y a l'idée que l'anarchisme, c'est l'utopie. Il y a un courant utopiste, c'est sûr, mais c'est réaliste aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà ce moment de la pause. Je vous dis, au détour, prenez l'adresse Internet, on aime avoir de vos nouvelles. Alors, prenez-le en note, communiquez avec nous, et nous, on est de retour dans 3 minutes.
Madame, Monsieur, merci d'être de retour. Alors, bien sûr, il y a des philosophes qui font remonter certaines des idées anarchistes à l'Antiquité, mais on n'ira peut-être pas aussi loin que ça, Dario de Facendis. Est-ce qu'on peut dire que l'anarchisme, comme pensée plus constituée, c'est un enfant, dans le fond, de la Révolution française? Oui, absolument. Disons que c'est un enfant de la Révolution française dans la mesure où la Révolution française n'a pas maintenu ses promesses. Et donc, l'anarchisme, c'est une réaction, si on veut, à un rêve ou à un espoir qui était déçu. Et quel était-il, cet espoir déçu, en particulier? Ben, celui d'une société qui briserait l'idée que les politiques est le lieu de la domination d'une minorité sur la majorité de la population, de la société. Et donc, l'anarchisme, c'est une tentative de ramener cet espoir à l'ordre du jour et de le concrétiser. Évidemment, c'est pas facile, c'est pas évident. Je veux ajouter quelque chose. Je pense que c'est sûr qu'historiquement, on peut tracer les liens d'anarchisme avec la Révolution française, mais je pense que c'est important de constater qu'il y a des liens anarchistes, l'esprit anarchiste, dans différents contextes. Par exemple, il y a un anthropologue, Harold Barclay, qui a examiné les différentes cultures, tribus en Afrique. On voit l'esprit, c'est pas historiquement anarchiste, on ne va pas utiliser ce mot, mais on voit les valeurs entraide, anti-autoritaires. Aussi la philosophie taoïste en Chine, qui est en réponse à la philosophie de Confucius. Alors, c'est sûr que ce n'est pas historiquement anarchiste. Ils n'ont pas utilisé ce mot, mais on voit cet esprit historiquement avec le début de l'humanité, je pense. Et ça, pour les théories, c'est toujours tentant d'essayer d'aller dans le passé, retracer, voir où il y avait des bribes de ce qu'on annonce aujourd'hui, mais la constitution de la théorie, le corpus théorique anarchiste, on peut penser à Godwin, Proudhon. Je pense que c'est une thématique occidentale. Je ne veux pas contredire mon collègue, mais... Vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Ah oui, mais j'allais le faire en disant que je ne voulais pas le faire. Mais c'est ça, non, je ne pense pas que ça ait rien à voir avec une tradition, soit des sociétés primitives, soit des sociétés non occidentales. C'est un questionnement qui plonge ses racines à l'intérieur de la société occidentale et de sa problématique fondamentale qui est celle de ne pas pouvoir penser les liens sociaux et les sociales sinon en tant que forme de domination. Et ce que fait l'anarchie et qu'on ne peut pas comprendre si on ne voit pas ça, du moins je le crois, c'est qu'elle essaye de critiquer et de remettre en question ce qui sont les principes fondamentaux, je dirais, du principe de réalité de la société occidentale. Je voudrais, Dario, je voudrais pas que vous alliez trop loin là-dessus parce que j'aimerais, pour poser le débat, qu'on discute peut-être alentour d'une définition qui a été donnée par Proudhon de ce qu'était le cœur, l'essence de l'anarchisme. C'est extrait de Qu'est-ce que la propriété, publié en 1810, et qui était cité dans Daniel Guérin, Ni Dieu ni maître. Et j'inviterai Suzanne Lemoine à lire cet extrait, puis après on reprend notre discussion. La politique est la science de la liberté. Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelque nom qu'il se déguise, est oppression. La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. Merci Suzanne. Alors déjà, il y a un petit paradoxe, mais que je ne veux pas explorer tout de suite. Je reviens à Guérin, duquel le texte a été sorti, et il dit il y a 3 idées dans l'anarchisme qui sont vraiment incontournables. Horreur de l'État, dénonciation de la démocratie bourgeoise, on pourrait mettre démocratie presque en guillemets, et critique du socialisme autoritaire. Il y en a un 4e pôle, la religion aussi. En fait, toutes les institutions au cœur de la société qui renforcent, pour revenir sur le terme de domination, mais c'est ça, de groupes minoritaires sur une majorité, des gouvernants sur les gouvernés. Je pense que la religion entre très bien aussi dans ce contexte-là, comme la propriété privée des moyens de production, comme l'État, comme la démocratie représentative. Moi, c'est ça. Pour moi, 4 pôles différents, en tout cas. Tout ce qui est domination, hiérarchie,
c'est quelque chose que les anarchistes ont en allergie profonde. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous, à peu près avec ce choix d'idées forces qui fonderait l'anarchie? Oui, absolument. Ben, ce sont des idées fortes dans le sens que c'est autour de ces pôles-là que se concrétise la pensée, qu'elle va trouver sa cohérence, évidemment. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est le grand débat entre qui est le premier anarchiste ou est-ce qu'une société est anarchiste ou non. C'est aussi une question de définition. Et la définition de l'anarchisme, c'est aussi une question de société dans laquelle on se trouve. Mais aussi, il y a deux grands parts dans la question anarchiste. Une, qu'est-ce qu'on est contre? On est contre l'État, le capitalisme, la religion, c'est bien vrai. Mais on est aussi pour quelque chose. On est pour une société égalitaire, une société sans hiérarchie. Et deux, il y a vraiment des sociétés qui sont anarchistes sans participer dans cette idéologie anti-étatique, anti-religieuse, etc. Alors, moi je dirais qu'il y a vraiment deux grands mouvements. Les gens qui définissent l'anarchisme du côté négatif, du côté vraiment de ce qu'il faut changer, et les autres qui discutent le côté positif, qu'est-ce qu'on veut avoir, quelle société est vraiment la société idéale. Ça c'est le côté que vous peut-être nommez le côté le plus utopique que révolutionnaire. Mais si on revient à l'après-Révolution française, toutes ces années-là, il y a la gauche qui est aussi mise au monde. Il y a bien sûr Proudhon, il y aura Bakounine, mais il y a Marx. Et il y a plusieurs courants qui disent qu'il faut que l'État, dans le cas des anarchistes, soit aboli, mais même les marxistes. Révolutionnaire, duquel participait l'anarchisme. Quand on regarde ce qui s'est passé dans ces années-là, ben, on voit beaucoup d'effervescence, beaucoup d'actions anarchistes. Avec Malatesta, il y a la propagande par le fait, il y a eu de grands théoriciens. J'avais mentionné tout à l'heure Proudhon, il y a Bakounine, il y a Stirner, il y a Malatesta qui a fait des petits. Pendant 30 ans, l'Europe était presque à feu et à sang. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Et Kropotkin. Bon, alors, il y a une histoire, il y a des intellectuels, il y a une théorie de l'anarchisme. Et malgré tout, il n'y a pas de société anarchiste. L'Europe était à feu et à sang, comme vous le dites, non pas à cause des anarchistes ou de la gauche ou des communistes. L'Europe était à feu et à sang à cause du capitalisme, de la révolution industrielle, puis l'étatisation massive de la société, les déracinements des milieux. C'est pas un blâme, là. Je sais qu'il y avait beaucoup de répression. Bien sûr, mais c'est parce qu'on a du mal à se rendre compte aujourd'hui de qu'est-ce qu'a représenté ces moments historiques dans lesquels la culture occidentale populaire a été déracinée de son terroir. Alors, l'ANC à ce moment-là, l'industrialisation, on ne se rend pas compte. Mais c'était un point de vue révolutionnaire et qui se comparait à d'autres tendances qui, eux, disaient on va prendre l'État, on va prendre le pouvoir et on va en faire quelque chose qui sert les intérêts des opprimés. Dans ce cas-là, les intérêts des ouvriers. Et vous, les anarchistes, ont dit non. Mais la différence entre, par exemple, je crois, le courant marxiste puis le courant anarchiste, notamment sur le type de révolution que vous voulez instituer. Bon, d'un côté, il y a, je crois en tout cas, la volonté de faire une révolution politique, de prendre le pouvoir politiquement, c'est-à-dire de renverser le gouvernement, puis d'instaurer quelque chose qui s'appellerait la dictature du prolétariat, ou en tout cas un gouvernement différent. On change, on décapite le roi, mais on le remplace par quelque chose d'aussi fort. Tandis que je crois que du côté anarchiste, en tout cas, il y a toujours une volonté d'aller beaucoup plus loin que ça, de faire une révolution sociale, d'aller au cœur même de la société, puis d'essayer de voir, bon, les rapports de domination, les rapports de pression, ça ne se limite pas juste au gouvernement ou à qui est à sa tête. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et si on ne renverse pas tous les fondements hiérarchiques et autoritaires dans la société, bien, on ne se rapprochera jamais de l'anarchie, d'une société justement où, débarrassée
des rapports autoritaires, des rapports de domination. Une société, je crois, où d'entraide, une société où l'éthique serait très, très forte, une éthique de la solidarité sociale. Voilà, je pense, en tout cas, une des différences fondamentales entre, d'un côté, ceux qu'on a appelés les socialistes autoritaires et les socialistes anti-autoritaires, les anarchistes. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a deux a priori, il y en a peut-être beaucoup plus que ça, sans doute plus que ça, mais deux qui me semblent évidents dans les thèses anarchistes. La première, l'homme est bon. S'il n'est pas corrompu par la structure de la société dominante. Et aussi, sans État, ce qui triomphe, c'est l'ordre naturel. Est-ce qu'il n'y a pas, derrière les thèses anarchistes, toujours un de ces a priori, sinon les deux, à la fois ou même plus? Moi, je dirais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai l'impression que les anarchistes ne pensent pas que les gens sont plus éthiques ou moins éthiques que le pensent les capitalistes. Au contraire, les anarchistes pensent que les gens sont dangereux pour les autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner la permission aux autres de nous dominer, parce que s'ils nous dominent, ils ont le droit, ils ont le pouvoir de nous faire des choses qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Alors pour vraiment se sauvegarder soi-même, pour se défendre soi-même, a priori, il faut vraiment avoir le pouvoir sur sa vie soi-même et il faut abolir la domination de l'un sur l'autre. Alors au contraire, je dirais, c'est pas du tout vrai qu'on pense que les gens sont plus bons que ne le pensent les démocrates et les capitalistes. Et ça suppose quand même que tout le monde est capable de faire ce que vous dites, de s'auto-gouverner, de participer aux collectivités, d'amener ses opinions, il faut qu'il soit capable de faire ça. Absolument, et il y a beaucoup de sociétés, je dirais, des sociétés peut-être non occidentales, qui nous démontrent qu'on peut vivre d'une façon non autoritaire, où les uns ne dominent pas les autres, premièrement. Et secondairement, il nous est aussi possible de développer certains mécanismes sociaux où on peut cohabiter, où on peut coopérer, on peut travailler les uns avec les autres d'une façon non hiérarchique. Alors, on ne pense pas tous, enfin, c'est difficile de généraliser sur les théories anarchistes, parce qu'il y a tant de théories, il y a tant d'anarchistes, mais il faut dire que beaucoup d'entre nous pensent qu'on peut amener une société à la démocratie radicale, qui est vraiment l'anarchie, sans les forcer à être bons ou plus bons que les autres, ou sans attendre les uns les autres qu'on est bon de soi-même. Et ce qu'on dit peut-être, c'est que les gens ne détestent pas naturellement le travail, mais qu'ils ne l'aiment pas non plus. On peut réarranger les choses jusqu'à ce que les personnes arrivent à faire ce qu'ils aiment faire et à donc travailler pour le bien public sans que ce soit forcé ou désagréable ou forcé. Et de cela va naître, de cette démocratie directe, de cette participation des gens, enlevons le qualificatif bon, quoique il me semble qu'on le retrouve à certains égards dans la littérature, mais il va sortir de ça un ordre qui sera naturel. C'est là-dessus, je pense, qu'il y a eu beaucoup de critiques. On a parlé de socialisme utopique, par exemple. Mais c'est que là, vous mettez les doigts sur ce qui est une certaine inconsistance théorique de l'anarchisme. Il ne faut pas quand même se raconter des histoires. Les anarchistes, une de leurs faiblesses fondamentales, c'est au niveau de la théorie, justement, quand vous dites « l'homme est-il bon ?» C'est évident que dans la théorie anarchiste, il y a un côté qui présupposerait que oui, l'homme y est bon à l'origine, mais en réalité, quand vous allez regarder la littérature anarchiste, Proudhon, Bakounine, non, l'homme n'est pas bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est la positivité de laquelle on doit partir pour poser la question d'un modèle différent? Ces modèles, ce n'est sûrement pas les sauvages, entre guillemets, c'est comme ça qu'eux, ils voyaient à ce moment-là les sociétés autres, Bakounine, Proudhon, c'est des fils de leur siècle. C'est une question, quand par exemple Bakounine pose la question de dépasser l'état actuel de la domination, il parle de la sociabilité primitive, la sociabilité qui est là avant l'état, avant la sociabilité naturelle de l'homme.
Mais là, vous tombez tout de suite dans une autre contradiction, c'est-à-dire la sociabilité naturelle de l'homme, qui est celle qui se démontre, par exemple, dans les sociétés primitives, entre guillemets, ne peut pas se faire sans une constriction absolue de l'individu par les coutumes, par la tradition, par la pensée religieuse, etc., etc. L'anarchie naît dans un moment où il y a l'individualisme aussi qui est en train de se faire. Donc l'individualisme ne va pas avec cette sociabilité primitive ou autre qu'est occidentale. Donc ces deux points-là, ces deux points contradictoires que la théorie anarchiste n'arrive pas. Et là, on n'est bien sûr pas du tout d'accord avec vous, parce que c'est la dichotomie que vous venez d'exprimer entre l'individualisme et la sociabilité. C'est pas, pour les anarchistes, c'est pas une dichotomie, c'est pas une contradiction logique ou autre chose. Nous, on dit qu'il faut être individu et individualisé dans une situation sociale. On n'est pas des individus atomiques, comme le pensent les capitalistes, qui font des choix qui sont complètement indépendants de notre position sociale, de notre position économique, de notre position dans la société générale. Mais on développe son individualité dans une société, dans une situation sociale. Donc on est des êtres sociaux, mais des êtres sociaux qui mettent une grande valeur dans l'individualité. Alors, pour nous, c'est tout à fait possible de ramener les deux ensemble et d'y voir pas de contradiction logique du tout. Mais ce n'est pas ça que je vous reprochais. Hein. Ce que je vous reprochais, c'était le renvoi à des traditions autres que celles occidentales, où les problèmes ne se posent pas. Il n'y a pas d'individualité dans le sens que vous voulez préserver dans l'anarchisme. Et donc, des renvois à une sociabilité autre, ben, ça, c'est un problème. On l'a eu, ça, en Occident. On l'a dépassé, c'est notre problème. Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne veut pas revenir en arrière. C'est juste là-dessus que mais que la question de l'anarchisme pose l'individualité comme une expression de la sociabilité de l'homme et non pas comme une contradiction avec cette sociabilité comme dans le capitalisme. Sur ça, vous avez tout à fait raison. J'aimerais qu'on aille à un texte d'un anarchiste qui est professeur à l'Université de Montpellier, et je pense que ça va nous permettre de revenir à un certain nombre de questions qui sont, je crois, centrales dans cette discussion. Alors, il s'agit d'un texte de Ronald Krieg. Il a publié dans la Revue internationale de recherche et de synthèse des sciences sociales. C'est un texte qui date de 1997. L'anarchisme déconcerte. Quelle est la crédibilité d'un courant divisé en multiples fractions, où n'importe qui peut s'autoproclamer anarchiste? Que vaut un programme de changement social qui refuse de s'engager dans l'arène parlementaire? Comment peut-on un instant supposer qu'un pays de plusieurs millions d'habitants puisse prendre, sans l'aide d'un État, des décisions qui engagent son existence? Et d'accorder la pleine liberté à chaque individu, n'encourt-on pas le risque d'un retour à l'état sauvage? Peu crédible dans son organisation, sa stratégie, sa tactique et son idéal, l'anarchisme, éternel perdant de l'histoire, semble voué à l'échec. Ce qui ne l'empêche pas de renaître. Les individus n'apprendraient-ils rien des événements? Alors, il y a effectivement une histoire de l'anarchisme qui est très riche. Au 19e, début du 20e siècle, il y a eu des expériences qui ont été vécues de l'anarchisme, notamment dans la République espagnole entre 1936 et 1939. Alors, au lieu de débattre peut-être sur l'individualité primitive, on sait que l'individu est au cœur de la pensée et de la stratégie anarchiste. Qu'est-ce que vous tirez, vous, comme conclusion du travail qui a été fait dans l'histoire, concrètement, par le mouvement? Qu'est-ce que vous en tirez maintenant à la question de Ronald Krieg? Qu'est-ce que vous avez appris des événements? Des laboratoires fantastiques, je crois, qui ont permis de mettre en application puis de voir que aux problèmes que pose justement l'établissement d'une société ou de rapports entre les êtres humains qui soient différents, plus égalitaires, bien, à ces problèmes-là, on a trouvé des solutions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver... On n'a pas idée de l'extraordinaire créativité de l'être humain.
et surtout de voir que, mis dans une situation révolutionnaire, comme en Espagne, mais aussi comme peut-être en Hongrie en 1956, ou dans d'autres situations qui ont jalonné le 20e siècle et le 19e siècle, et peut-être bientôt le 21e, on va se rendre compte que les êtres humains, dans des situations révolutionnaires, sont capables de grandes choses. Et de mettre à terre les institutions, de remplacer ça par des modes d'association beaucoup plus humains, beaucoup plus intéressants à ce niveau-là. Puis, voilà, je crois que ce sont des laboratoires qui prouvent que ces idées-là ont un sens encore aujourd'hui. On a aussi des laboratoires moins spectaculaires que la Révolution hongroise ou en Espagne pendant la guerre civile. On a des différents projets dans l'éducation, dans le domaine comment de prendre des décisions. Par exemple, l'anarchie a mené beaucoup à l'éducation libertaire qu'on voit partout. Il y a des projets comme Puna Bomb, des projets petits, je ne dis pas que ça va changer le monde, mais ça c'est un autre laboratoire où on voit les idées en pratique. Et on voit des personnes qui disent, oui, ça marche au niveau éducation, ça marche au niveau spirituel ou des autres moyens. Alors, mais est-ce que, Jacques Ising, est-ce que le problème n'est pas que si ça marche, par exemple, avec La Ruche de Sébastien Faure, qui est l'ancêtre de l'école alternative, et que oui, il y a des expériences anarchistes qui marchent, qui fonctionnent, les gens se posent toujours la question en dehors de l'État, parce qu'on sait que l'État, pour vous, c'est niet, c'est fini. Alors, comment, dans des grandes sociétés, avec des masses de monde, on est capable, en respectant et en se respectant les uns les autres, la liberté des uns et des autres, la multitude de nos points de vue, capable de faire quelque chose qui, socialement, a un sens, et à la fois au plan éthique, au plan de, bon, etc. Et c'est ça que la question qui est posée. Est-ce que la marginalisation dans l'histoire de l'anarchisme, c'est pas le constat que vous n'avez pas répondu d'une façon convaincante, peut-être, à ces questions-là? Il faut voir que les extraordinaires forces de répression que déclenchent même une révolte libertaire ou qui remet en question les institutions même qui sont le fondement de la société. Je veux dire, non seulement, par exemple, en Espagne, dans les années 30, non seulement les anarchistes avaient contre eux, bon, les fascistes et Franco, mais ils ont eu contre eux rapidement les staliniens, ils ont eu contre eux également les républicains. Je veux dire, ils ont été effectivement mis dans un coin et on leur a tapé durement sur la gueule. Bon, pourquoi ça? Parce que, justement, c'est une remise en cause des pouvoirs institués, de tous les rapports d'autorité qui ne sont pas légitimes. Vous voyez? Alors, bon, oui, c'est sûr que les expériences se soldent par ou bien des échecs ou bien des défaites, sans nul doute. Mais je crois que, n'empêche, le filon qui a été découvert est assez fort pour que des gens continuent à s'y intéresser et continuent à faire progresser cette idée-là et l'amener dans des terrains de la vie sociale où on ne l'avait jamais vu auparavant. Sur la question de la complexification de la société, moi, je pense qu'il faut briser une société de masse. Vous savez, le caractère massif de la société nous empêche de nous voir comme des sujets à part entière, des sujets de l'histoire à part entière. Je pense que, fondu dans la masse, on n'est pas grand-chose sinon qu'un numéro. Alors, je pense que la pensée anarchiste apprend à redonner au sujet comme tel à l'individu, mais pas l'individu seul, isolé des autres, l'individu dans une collectivité, sa place. Non seulement son pouvoir d'action sur la société, ou dans les milieux qu'il fréquente, ou dans lesquels il intervient, mais aussi sa pensée. Développe la pensée critique chez les individus. Une pensée critique qui n'a pas peur de s'arrêter justement au seuil de l'État ou au seuil d'institutions qu'on a à toute fin pratique sacralisées dans notre société. Je suis bien d'accord avec Mathieu. Le société masse est basé sur McDo, Michael Jackson et Merde. C'est une culture monoculturelle. Je pense que la pensée anarchiste est basée sur une décentralisation radicale. Voilà. Il y a un élément que je voudrais qu'on aborde à la fin, si on peut parler de l'histoire anarchiste, puisqu'elle est intimement liée, quelquefois elle lui porte probablement ombrage aussi, c'est la question de la violence. Je disais tout à l'heure que dans l'histoire, Malatesta avait été un des premiers à la fin du 19e à prôner la propagande par le fait et qu'il avait prêché par l'exemple, si j'ose dire, avec beaucoup de ses disciples, en étant extrêmement violent. On attache cette image-là à l'anarchisme. Est-ce que pour vous, il n'y a pas là à la fois une nécessité au plan théorique, c'est-à-dire admettre qu'une société ne tombe pas comme une feuille d'un arbre, il faut parfois, oui, la violence, puis en même temps, est-ce que c'est pas un piège? Mais il faut d'abord constater que les chrétiens, les musulmans, les juifs ont utilisé la violence pendant l'histoire, les libéraux, les conservateurs, les communistes. Je pense que toutes les pensées
politique, sauf les pacifistes, à utiliser la violence. Alors, il y a un côté violent dans l'anarchie historiquement. Il y a des personnes qui disent à l'heure actuelle, il faut répondre, l'autodéfense c'est justifié, même offensivement c'est justifié. Mais je pense l'image d'un anarque comme violent, il faut détourner ça, parce que c'est pas vrai. Il y a une époque de propagande par le fait, en Europe, en Russe, la France, tout ça. Dario peut-être parler de ça. Mais c'est pas tout cette anarchie. Il faut pas être moraliste de la question de la violence. La vraie violence en société, c'est la violence économique, c'est les prisons, c'est la pauvreté. Ça, c'est la vraie violence. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le caractère très ouvert du mouvement anarchiste, le fait que le mouvement peut attirer des gens qui sont davantage des rebelles que des anarchistes? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi? Ben, c'est un problème, puis c'en est pas un. Tant mieux s'il y a un pôle qui réussit à amener autour de lui des gens qui, je sais pas, sinon on serait tout seul dans leur coin, puis ils ne verraient pas nécessairement dire le pourquoi de leur existence. Je veux dire, comment je dirais, c'est pas non plus de donner une pensée toute faite à des gens, mais je pense qu'avec, en étant au fait des idées anarchistes, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses dans la société dans laquelle on vit. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pauvreté dans une société d'abondance? Pourquoi on a une police qui est de plus en plus omniprésente dans nos faits et gestes? Pourquoi ci, pourquoi ça? On est dans une société qui est de plus en plus contrôlée, de plus en plus, dont les rouages sont presque automatiques. Or, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Ces gens-là peuvent être dans leur coin isolés, être des marginaux, des déclassés, comme on les appelle parfois. Mais des fois, quand ils sont ensemble, ils découvrent aussi la force qu'ils peuvent avoir collectivement. Moi, je pense que si l'anarchisme arrive à justement être accessible à des gens comme ceux-là, ben, tant mieux. Pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est pas un problème en soi. Je vois pas où est le problème. Ben, peut-être parce que ça dépend. Si la violence construit une alternative, si elle sert à construire une alternative, historiquement, en tout cas, quand ça a été le cas, qu'on a construit une alternative, on a l'impression de faire l'histoire. Quand la violence est plutôt défensive ou en réaction. Mais je pense que l'anarchisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des mouvements sociaux très importants auxquels les anarchistes ont participé tout au long de l'histoire. Vous parliez tout à l'heure de la Révolution espagnole, 1936. Ben, il y avait un syndicat en Espagne qui était particulièrement influent, puis particulièrement important. Donc, la CNT, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Les anarchistes y étaient, pour ainsi dire, majoritaires. Mais bon, l'influence des idées libertaires allait bien au-delà de ce syndicat-là. Il n'en était qu'un parmi d'autres. Mais pour vous dire que c'est pas juste des anarchistes, la vision habituelle, c'est l'individu, l'asocial dans son coin, qui déteste l'humanité tout entière et qui veut sa fin pour le plaisir pur et simple. Ben, c'est un peu contradictoire par rapport à ceux qui construisent des mouvements sociaux, qui essayent de tisser des liens de solidarité au quotidien avec des gens dans leur quartier. Ça, c'est aussi le visage de l'anarchisme aujourd'hui. C'est un visage qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Alors, puis, à certains moments, dans certaines situations, effectivement, les anarchistes ont utilisé la violence et continuent probablement de le faire un peu partout dans le monde. Mais ils répondent aussi à une violence institutionnelle qui est incroyable. Là. Je veux dire, qu'on mesure mal ici, là, présentement, autour d'une table. On parle de l'histoire, mais beaucoup des choses qu'on discute, c'est des principes qui ont été beaucoup développés en Europe, mis en pratique aussi en Europe, aux États-Unis, beaucoup. Au Québec, M. Ouel-Courcelle, je sais que vous avez consacré pas mal de temps à analyser, étudier cette histoire de l'anarchisme au Québec. C'est un phénomène extrêmement marginal. Ah bon? Non, il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, les anarchistes ont toujours été minoritaires parmi la gauche québécoise. Mais ce qui est fantastique de retrouver, c'est qu'on retrouve des anarchistes tout au long du 20e siècle au Québec et qui sont au cœur de mouvements sociaux qui, d'après moi, ont laissé une empreinte durable dans la société québécoise. Mais c'est vrai qu'ils sont, à toute fin pratique, ignorés. C'est pas pour rien. Leurs groupes sont microscopiques souvent. Mais on oublie qu'au début du siècle à Montréal, la première, par exemple, première librairie publique juive, première bibliothèque publique juive à Montréal, c'était l'œuvre d'anarchistes, un anarchiste qui s'appelait Herr Verschman. Les anarchistes étaient très présents dans le milieu syndical à Montréal à cette époque-là, à travers un syndicat qui s'appelait l'Industrial Worker of the World, l'IWW, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Les anarchistes ont été également présents dans les mouvements de sans-emploi pendant la crise des années 30. On fait venir des conférenciers prestigieux de l'étranger. Telema Goldman, 1908, elle est venue à Montréal. Elle a fait 3 conférences. Invité par Albert Saint-Martin. Paraîtrait-il.
Ouais. Mais elle a fait tout ça pour dire que les gens sont... on trouve des anarchistes dans différents mouvements sociaux qui défendent différentes causes, qui sont toujours du côté des opprimés par rapport aux gouvernants. Ils prennent toujours le underdog, comme ils disent en anglais, puis qui sont là, présents, dans les milieux de travail, dans les milieux culturels, dans les... Vous voyez un peu? Oui, Alors, mais à cause de leur position qui, dans le fond, heurte à la fois la droite, si je comprends bien, et la gauche. C'est ce qui fait que leur anonymat est assez grand. Sauf mais vous savez, au Québec, la gauche révolutionnaire, moi, j'ai pas l'impression que... Peut-être que dans les années 30, 40, 50, à partir du moment où il y a un parti communiste qui existe, je crois que, bon, il y a une marginalisation des idées anarchistes, en tout cas, ou libertaires dans la société québécoise. Mais au début du siècle, avant l'apparition d'un parti communiste, avant 1921, ces idées-là avaient quand même une certaine diffusion chez les milieux, entre autres ouvriers, canadiens, français. J'aimerais qu'on écoute un texte dont je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors, c'est de Paul-Émile Bordua. C'est extrait de La transformation continuelle. Ça a été publié en 1947, donc un an avant le refus global. À l'Occident de l'histoire se dresse l'anarchie, comme la seule forme sociale ouverte à la multitude des possibilités des réalisations individuelles. Nous croyons la conscience sociale susceptible d'un développement suffisant pour qu'un jour l'homme puisse se gouverner sans police, sans gouvernement, les services d'utilité publique devant suffire. Nous croyons la conscience sociale susceptible d'un développement suffisant pour qu'un jour l'homme puisse se gouverner dans l'ordre le plus spontané, le plus imprévu. Il y a une chose que j'aimerais dire à propos de ce texte-là, si vous me permettez. On a souvent prétendu que Bordua parlait de l'anarchie resplendissante dans le refus global comme une espèce de métaphore, quelque chose qui était un peu large, un peu vague, et puis qui n'avait pas vraiment qui n'avait aucune portée, je dirais, sociale, voire politique. Ben, cet extrait-là, je trouve, en tout cas, nous donne une preuve assez éclatante. Ça fait que pour Bordua, ça allait beaucoup plus loin qu'une belle métaphore, l'anarchie. C'était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, qui avait une dimension, je dirais, bien concrète. Même s'il en parle en des termes, bon, presque utopiques, à la limite, parce qu'il voit ça venir. Il espère de toutes ses forces ce changement-là. Mais en même temps, il se retrouve dans un groupe qui est effectivement assez marginalisé dans la société canadienne-française de l'époque. Exilé, d'ailleurs, pour des écrits comme celui-là. Il n'avait pas l'air d'en parler par accident. En tout cas, moi, quand j'en ai pris connaissance, je trouvais qu'il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Bon, à chacun, je veux soumettre on a parlé en introduction en disant qu'il y a comme un regain de l'anarchisme. D'abord, j'aimerais savoir de vous, si on fait notre tour de table, s'il y en a un regain de l'anarchisme, et à quoi vous l'attribuez. Est-ce que c'est la fin du communisme, de léninisme, qui est l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, la mondialisation? Qu'est-ce qui explique cette aspiration que vous sentez, sans doute, à l'heure actuelle, plus grande qu'avant? Selon le SRS, l'anarchisme, c'est une des plus grandes menaces contre l'État. Alors, ça confirme qu'il y a un mouvement. C'est le service de sécurité canadien. Oui, ils ont écrit un rapport où ils parlent de ça. Moi, je pense qu'une raison que tu as donnée, c'est le fait que le communisme marxiste-léniniste, c'est fini. Et les personnes cherchent les différents courants. Aussi, le mouvement autour de la mondialisation, ça aussi est l'anarchisme, la résurgence de l'anarchisme, surtout les structures qu'on voit pendant les manifs, pendant les actions autour de Seattle, Washington, les groupes d'affinité, qui est inspiré par le Grupos de Afinidad en Espagne pendant la guerre civile. Mettre en question toutes les autorités. Aussi, une critique de l'oppression. On a parlé d'une critique de la religion, on a parlé d'une critique de l'État, mais aussi l'oppression sur le niveau de racisme, homophobie, sectisme. L'anarchie moderne a beaucoup de dire sur ça. Alors, je pense que ça, c'est une des raisons. Je ne peux pas donner une raison parfaite, mais... Est-ce qu'il n'y a pas le fait que ce soit quand même un mouvement beaucoup composé d'intellectuels, d'hommes, classe moyenne? Est-ce qu'il y a blanc? Est-ce qu'il n'y a pas de ça dans le mouvement aussi? Moi, je dirais, dans l'histoire, on voit aussi, ça a été un grand problème quand même de crédibilité dans l'anarchisme, parce que c'est surtout
c'est surtout un mouvement d'intellectuels, d'hommes et des gens qui ne sont pas les plus oppressés dans la société. Au 19e siècle, par contre, c'était vraiment un mouvement agricole. En Espagne et en Italie et au sud de la France, il y avait pas mal de personnes qui se sont ramenées à la Première Internationale à cause de Bakounine et parce qu'ils avaient vraiment l'impression que l'anarchisme allait leur aider à se défaire de leur situation sociale difficile. En Union soviétique aussi, avant en Russie. Oui, tandis que les pays industriels allaient plutôt vers le marxisme. Maintenant qu'il n'y a plus vraiment le marxisme est mort, je dirais, il y a comme un manque d'idéologie et l'anarchisme, ce n'est pas vraiment une idéologie parce que c'est quand même un mouvement très diffus, très complexe. Mais il y a des questions, au moins, que les anarchistes posent, que personne d'autre ne pose. Alors c'est aussi un mouvement qui est intéressant, quoi, qui a quelque chose à offrir qu'aucun autre mouvement ne peut offrir ces jours-ci. Alors c'est là-dessus qu'on va s'arrêter déjà. Il faut qu'on aille à la pause. On sera de retour dans 3 minutes. Je vous rappelle de noter au passage le numéro de téléphone de l'émission, le numéro où vous pouvez nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles. Et nous, on est de retour en 3 minutes. Alors, madame, monsieur, on est déjà à ce moment où on vous propose des livres. Cette semaine, on en a beaucoup. Alors, L'anarchisme de Normand Baillargeon, ça a été publié aux éditions L'Île de la Tortue, Montréal, 1999. C'est en fait un best-seller un peu inattendu. Ils sont déjà à la seconde édition. Moi, je l'ai lu. C'est excellent, c'est clair, c'est une bonne synthèse. Aussi, Daniel Guérin, Dieu ni maître, on en a parlé au cours de l'émission. C'est une anthologie de l'anarchisme, édition La Découverte, Paris, 1999, pardon. Ça, c'est une réédition d'un classique qui date de 1990, mais qui n'est pas dépassé. Donc, Madeleine Gravitz, Bakounine, biographie, édition Calman-Lévy, Paris 2000, réédition d'un livre, lui aussi paru en 1990, mais si on réédite, c'est qu'il y a un marché. Ça va plaire aux anarchistes, il y a beaucoup de marché. Alors, Robert F. Darsky, Noam Chomsky, Une voix discordante. C'est aux éditions Odile Jacob, Paris, 1998. C'est la traduction d'un livre d'un professeur de l'Université de Western Ontario. Alors, c'est paru en 1997. Sous la direction d'Emmanuel de Varesquiel, Le siècle rebelle. Ça, c'est le dictionnaire de la contestation du 20e siècle, édition Larousse, Paris, 1999. Alors, les grands moments, les grands noms de l'anarchie, les penseurs, aussi les bandits et les artistes. Finalement, il faut dire toute la vérité ici, Michel Onfray, son livre Politique du rebelle, publié aux éditions Le Livre de Poche, Grasset, 1997. Michel Onfray, qui est un philosophe anarchiste libertaire et qui sera des nôtres dans les prochaines semaines. Je vous rappelle qu'à chaque semaine, avec la librairie Olivieri, on fait tirer 4 livres. Alors, si vous nous contactez, vous nous appelez, eh bien, ça nous fera plaisir de vous faire parvenir un de ces livres si vous êtes fois le gagnant. Maintenant, on est rendu à la conclusion, ça passe très vite. Et ça a été un peu anarchique ce soir, c'est la blague, mais enfin, des fois, quand on a des plans, c'est comme ça. J'aimerais qu'on parte sur un texte de Malraux. C'est tiré de l'espoir, un texte de 1937. Alors, pour vous remettre dans le contexte, avant que Suzanne le lise, c'est Garcia, le militant communiste, qui s'adresse à un catholique, Hernandez. Les communistes veulent faire quelque chose. Vous et les anarchistes, pour des raisons différentes, vous voulez être quelque chose. C'est le drame de toute révolution comme celle-ci. Les mythes sur lesquels nous vivons sont contradictoires. Pacifisme et nécessité de défense. Organisation et mythe chrétien. Efficacité et justice, et ainsi de suite. Nous devons les ordonner, transformer notre apocalypse en armée ou crever. C'est tout. Alors, c'est ramassé à la façon de Malraux, qui est un très beau roman. Dario Fassendis, est-ce que ça pose pas, malgré tout, une question centrale de la différence entre les communistes dans la traduction marxiste qui avaient un objectif, c'était le pouvoir, s'organisaient pour le saisir, et les anarchistes
qui effectivement semble mettre au premier plan l'individu, sa liberté intégrale, et qui arrive, si on se fie à Malo, en tout cas, à ne pas savoir faire les choix qui s'imposent pour avoir du succès historiquement. Oui, ben, la question du succès historique, c'est une grande question. Vous en avez débattu pendant que je me taisais, mais oui, la grande différence, c'est que le marxisme, c'est une philosophie qui est misée sur le développement du capitalisme. C'est le développement du capitalisme qui allait amener dans sa logique historique la contradiction qui allait mener à la révolution. Et donc, c'est une pensée qui, à la fin, a fait le jeu du capitalisme. L'anarchisme, c'était d'abord et avant tout une pensée anticapitaliste. Donc, il n'y avait pas de possibilité de compromis entre les deux, aucune. Mais est-ce qu'il y a, et j'ouvre la question à tous et à toutes, avec cette importance centrale qu'a l'individu dans l'anarchisme et le respect des individus, ce qui fait que vous avez beaucoup de tendances, on en rit parfois, mais il reste que c'est né d'un respect pour l'opinion de tous. Est-ce qu'il y a quand même là la possibilité de développer un projet socialement, philosophiquement... À ce niveau-là, si je peux me permettre, le projet autogestionnaire... Qui arrive à terme. Ben oui, mais le projet autogestionnaire, l'autogestion, c'est devenu un mot très à la mode dans les années 60 en France, même au Québec un peu plus tard. Mais l'autogestion, c'est-à-dire non seulement le contrôle, mais la prise de pouvoir par les gens les producteurs, les ouvriers, les travailleurs, les travailleuses, même les étudiants dans une université avec les profs et je ne sais qui, ben, la prise de contrôle sur les moyens de production, sur les instruments, les moyens de vivre, tout ça, il y a une forte dimension libertaire au projet d'autogestion tel qu'il s'est vu un peu partout. Alors pour moi, c'est une alternative crédible et réussie à maints égards par rapport à la société capitaliste, qui est fondée, elle, sur la domination des uns sur les autres, sur l'extorsion, sur la rapine et sur le vol. Et lié avec la notion d'autogestion, c'est une notion d'action directe, qui est le refus de déléguer, de donner pouvoir individuel et collectif à quelqu'un d'autre et d'agir par et pour nous-mêmes. Et ça, c'est aussi, et on voit ça avec les grèves, avec tous ces projets différents. C'est ça qui est la grande différence entre les actions marxistes et les actions anarchistes aussi. Bien que beaucoup d'anarchistes et de marxistes prétendent avoir le même but, c'est-à-dire une société démocratique, une société d'autogestion, la manière dont on achève ce but est complètement différente. Alors les marxistes essayent d'établir d'autres hiérarchies, la dictature du prolétariat, tandis que les anarchistes insistent à ce que les personnes arrivent à leur société anarchiste eux-mêmes, une personne à la fois, et dans la vie qu'on vit maintenant. Alors c'est pour ça qu'on met bien l'importance sur l'action directe et la participation de chacun. Et c'est aussi un principe d'organisation pour les anarchistes, surtout autour du mouvement anti-mondialisation. Le principe, c'est qu'il faut faire maintenant ce qu'on veut dans le futur. On ne peut pas attendre après la révolution, qui est l'idée de quelques marxistes qui dit « OK, on va résoudre le problème de patriarcat, sexisme après. » On fait ça maintenant. Et on voit ces projets. C'est une chose réaliste, c'est pas utopique. On voit ça, c'est pas une menace au pouvoir à l'instant. Mais ça va être une menace au pouvoir, je suis sûr. C'est une organisation maintenant, on n'attend pas le grand soir rouge, on le fait maintenant, c'est ce que vous dites. Ouais. C'est ce que les groupes auxquels vous participez font à l'heure actuelle. Ils s'organisent maintenant sur des modèles où ils se sentent à l'aise. On essaie, c'est pas parfait parce qu'on est tous des produits d'un système. Alors on a tous, on récupère toutes ces valeurs, mais en même temps on a l'État aussi, le capitalisme qui empêche ces projets. Mais il n'y a rien qui empêche nous à l'instant d'essayer au moins de faire ça dans nos propres valeurs d'entraide et solidarité, tout ça, autogestion. Là-dessus, Jackie Singh, merci à tous d'avoir été là. Merci au public qui est ici. Je vous rappelle à la maison, si jamais vous voulez participer à l'émission Chasseurs d'idées, vous appelez à la librairie Olivieri au numéro 739-3639 et on va s'assurer que vous ayez une place. Merci d'avoir été là à la maison. On sera de retour la semaine prochaine.
Regardez cette caricature du Journal de Montréal. Elle traduit notre question ce soir à Droit de parole. Un motard criminalisé qui passe devant un policier en garde à vous. Ça traduit la question suivante. Croyez-vous que les motards sont intouchables? C'est tout de suite.